Ravi de vous retrouver sur Arte pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. On commence avec cette image. 2013, le président français de l'époque, François Hollande, accueillit en héros à Bamako, au Mali, le président malien de l'époque, ayant demandé à l'armée française son aide pour repousser des attaques djihadistes sur une partie du pays. Mais voici maintenant une autre image. Moins de 10 ans après, toujours à Bamako, des manifestations où l'on célèbre cette fois le drapeau de la Russie de Vladimir Poutine. Entre-temps, le pouvoir a changé au Mali et les nouveaux dirigeants maliens ne veulent plus d'une présence française sur leur sol. Un mouvement que l'on observe dans de nombreuses autres anciennes colonies françaises du continent africain. Tout de suite, voici Afrique, la France en berne, sur fond de nouvelles influences et de nouveaux rapports de force. Sortons nos cartes. Et pour commencer, comparons deux cartes. Tout d'abord, voici la présence militaire française en Afrique subsaharienne en 2020, avec des bases permanentes à Djibouti, en République centrafricaine, au Tchad, au Niger, au Mali, au Burkina Faso, au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Gabon, dans le cadre d'accords de défense passés avec ces pays. Au total, les effectifs se montent alors à 3150 soldats. Djibouti, N'Djamena et Abidjan sont les bases les plus importantes de ce dispositif. Mais voici à présent la situation en 2025. Les troupes françaises ont quitté le Mali et la Centrafrique en 2022, puis le Niger et le Burkina Faso en 2023. Fin 2024, le Tchad et le Sénégal ont demandé à Paris la fermeture des bases à N'Djamena, Faya, Abéché et Dakar. Enfin, le 1er janvier 2025, le président ivoirien Alassane Ouattara a annoncé la rétrocession de la base française d'Abidjan à la Côte d'Ivoire avant les élections de décembre. Dès février, les premiers soldats français ont commencé à quitter la base d'infanterie de marine qu'ils occupaient depuis 1960. Ne reste que la grande base navale de Djibouti avec ses 1500 hommes et une présence symbolique à Libreville. Ce retrait, c'est l'aboutissement d'un long processus. Les effectifs militaires français sur le continent n'ont cessé de diminuer depuis les indépendances, passant de 30 000 en 1960 à 10 000 en 1990, puis 6 600 en 2014. Depuis la fin de la guerre d'Algérie en 1962, la France a pourtant conduit plus de 50 opérations militaires en Afrique, ce qui fait d'elle une exception parmi les anciennes puissances coloniales européennes sur ce continent. Alors pour comprendre cette exception française, revenons sur l'histoire de la colonisation et des indépendances africaines. 1885, à la conférence de Berlin, les Européens se partagent une Afrique qu'ils ont affaiblie par des siècles de traite des esclaves. La France conquiert alors d'immenses territoires, surtout au centre et à l'ouest du continent, et va soumettre un à un les peuples autochtones par le feu des armes ou par la négociation. À l'aube de la Première Guerre mondiale, l'Empire africain de la France s'étend du Maroc à Madagascar, avec en son cœur l'Afrique occidentale française, AOF, et l'Afrique équatoriale française, AEF. Les nombreuses richesses humaines et naturelles de ces territoires sont exploitées au bénéfice de la métropole, et ces possessions confèrent à la France un statut de grande puissance mondiale. Mais à partir de 1945, les luttes nationalistes contre les Français s'organisent. En 1958, la Guinée, sous la houlette de l'opposant Sékou Touré, est la première colonie africaine de l'Empire français au sud du Sahara à devenir indépendante. Les Guinéens ont voté non au référendum sur l'entrée dans la communauté franco-africaine proposée par De Gaulle pour remplacer l'Empire. En 1960, 14 pays d'Afrique francophone emboîtent le pas à la Guinée et accèdent à leur tour à l'indépendance. Mais le lien de dépendance n'est pas coupé pour autant. S'installe en effet une relation post-coloniale inégale, aussi appelée France-Afrique. Jacques Foccart, le conseiller spécial de Gaulle pour l'Afrique, en sera la cheville ouvrière. Pour maintenir son influence dans les anciennes colonies, jugées stratégiques pour sa sécurité et ses approvisionnements en matières premières, Paris va œuvrer à plusieurs niveaux. Politique, en soutenant des dirigeants amis comme Félix Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire, Léopold Sédar Senghor au Sénégal, puis Omar Bongo au Gabon ou Paul Biya au Cameroun. Économique, grâce à ses nombreux investissements et à un accès privilégié des entreprises tricolores au marché et aux ressources,
pétrole au Gabon et en République du Congo, ou uranium pour ses centrales nucléaires au Niger, entre autres. Au niveau financier, avec le contrôle des politiques monétaires des jeunes nations par le franc CFA, qui est rattaché au franc. Influence culturelle et scientifique par une forte présence de coopérants et l'accueil d'étudiants africains en France notamment. Lien militaire enfin avec des accords de défense et des interventions pour soutenir certains régimes autoritaires à parti unique. Au Cameroun, c'est même une guerre qui est menée avec l'appui des troupes françaises contre les opposants nationalistes jusqu'en 1971. La guerre froide entre le bloc occidental, auquel appartient la France, et le bloc communiste est à son apogée, et elle se joue aussi au sud du Sahara. Dans ce contexte, Paris est le gendarme de l'Afrique, et la France n'hésite pas à rompre avec les pays qui se rapprochent trop de l'URSS, comme le Mali de Modibo Keïta ou le Bénin de Mathieu Kérékou. 1990, c'est la conférence de La Baule. Le président Mitterrand annonce le soutien de la France au multipartisme en Afrique francophone, ce qui semble ouvrir le début d'une nouvelle ère. Mais en 1994, au Rwanda, en soutenant trop longtemps le régime génocidaire du président Habyarimana, la France entache pour longtemps l'image de la patrie des droits de l'homme sur le continent. Au XXIe siècle, une nouvelle génération arrive au pouvoir sur le continent le plus jeune du monde, mais aussi en France. Un nouveau nationalisme africain émerge au moment où d'autres acteurs économiques et politiques viennent concurrencer l'ex-puissance coloniale. Voyons quelles sont ces nouvelles influences. En attisant le ressentiment populaire contre ce qu'elle nomme le néocolonialisme français, la Russie de Poutine est progressivement entrée en concurrence directe avec la France en Afrique. Dans les années 2010, des sociétés de mercenaires comme Wagner, la plus célèbre mais pas la seule, ont profité de l'arrivée de groupes djihadistes et de l'instabilité politique pour remplacer l'armée française dans plusieurs pays, Mali, Burkina Faso, République centrafricaine et Niger. Arrêtons-nous sur le Mali. Il est emblématique de la stratégie russe, qui allie offre sécuritaire et campagne de propagande pour discréditer la France. Arrivé au Mali en 2013 à la demande du président Dioncounda Traoré, menacé par des attaques djihadistes venues du Nord, les troupes françaises ont d'abord été accueillies, on l'a vu, en sauveuses. Mais au fil des années, l'opération Barkhane va s'enliser et, faute de mettre fin aux attaques, perdre progressivement sa légitimité aux yeux des Maliens, tandis que la très active désinformation russe attise les sentiments anti-français. Après 2 coups d'État de jeunes officiers en 2020 et 2021, Paris annonce son intention de retirer ses troupes du Mali. La junte arrivée au pouvoir fait alors appel aux miliciens russes de Wagner, puis dénonce les accords de défense avec la France. En 2022, les derniers soldats français quittent le Mali, première étape du retrait militaire du Sahel. Sur le plan économique à présent, là encore, la France doit faire face à de nouveaux concurrents. Voyons lesquels. Présente de longue date en Afrique, la Chine est aujourd'hui le premier partenaire commercial du continent, loin devant la France et tous les pays européens. Les entreprises chinoises investissent dans les ports, chemins de fer et gazoducs, stades et centres commerciaux, tandis que les banques prêtent aux États pour financer ces grands travaux. Médias chinois et instituts Confucius, très présents, regardez, bâtissent l'influence culturelle de la Chine. D'autres pays ont également étendu leur influence économique au sud du Sahara et ils font désormais de la France un partenaire parmi d'autres pour ces États africains. Face à cette nouvelle donne, la France a progressivement revu sa doctrine africaine. Les échanges commerciaux et les investissements français se sont ainsi redéployés en dehors de l'ancien précaré colonial, notamment vers l'Afrique du Sud, vers le Nigeria et l'Angola, des poids lourds de l'économie continentale. Les Français ont aussi diversifié leurs approvisionnements en matières premières stratégiques sur le continent africain et ailleurs dans le monde. Par exemple, les sociétés françaises achètent aujourd'hui davantage de pétrole en Angola et au Nigeria qu'au Gabon ou à la République du Congo. Et le champion tricolore du nucléaire, Orano, remplace l'uranium du Niger par celui d'Asie centrale, d'Australie
ou bientôt de Namibie. Poursuivi pour une affaire de corruption au Togo, le groupe Bolloré, très présent en Afrique, a par ailleurs revendu ses nombreuses concessions portuaires et ses activités logistiques. Enfin, la perte d'influence de la France sur le continent africain se traduit également au niveau politique, par exemple en Côte d'Ivoire. Le président français Emmanuel Macron a discrètement tenté de dissuader Alassane Ouattara, au pouvoir depuis 2011, de briguer un quatrième mandat. En vain, Ouattara a voulu maintenir sa candidature à 83 ans. Voilà pour ce constat d'une influence française en berne sur le continent africain, pour des raisons liées au rejet viscéral de l'ancienne puissance coloniale, mais aussi liées à de nouvelles influences, notamment russes et chinoises, on l'a vu. Pour autant, le lien privilégié avec la France perdure, notamment parce qu'il y a toujours le franc CFA, encore un legs de l'époque coloniale, disent certains, mais un outil de stabilité économique pour d'autres. Citons également le français, une langue encore très présente en Afrique. On l'aura compris, la France a un chemin difficile à trouver dans les années qui viennent, construire un lien nouveau avec le continent africain, enfin débarrassé du poids du passé colonial. Et pour aller plus loin, ce numéro de la revue L'Histoire, qui revient sur cette expression stigmatisant les relations de la France avec ses anciennes colonies, la France-Afrique. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas arte.tv et nos réseaux sociaux pour retrouver l'ensemble de nos vidéos. Et abonnez-vous à notre newsletter. À bientôt.